Roma Bella. Oh, c'est fou toutes ces histoires. Roma Bella! Francese, sì. benvenuti a Roma. Benvenuti a Roma! On est rentré vraiment par une petite porte au fond de la cour. Roma è troppo bella. On y va? Allora, per chi era il macchiato? Roma Bella. Épisode 3. Rome à la française. Avec Emma et Fabio. Alors Fabio, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, je te vois pas très réveillé. T'as récupéré depuis hier? Oui, un peu, mais tu sais, c'est fatigant de visiter Rome. Hein. Ça c'est bien vrai. Mais il faut que tu prennes un peu de force là parce qu'on va aller voir l'église dont je t'ai parlé. Tu sais, Saint-Loup des Français. Ah oui? Avec les 3 Caravages dedans. On y va. On va quand même baisser un peu le volume de la voix. Alors? Tu es jamais rentré ici alors? Jamais, c'est incroyable ça. J'ai vu. Bah, évidemment, ça correspond tout à fait à l'esthétique baroque. Entre le marbre blanc et les dorures. Regarde, tu as même l'orgue qui nous surplombe là juste en haut. Ah oui, c'est l'entrée du vin. C'est énorme. Oui. Regarde, les tableaux du Caravage sont au fond sur la gauche. Ok. On traverse l'entrée, viens. Regarde, ils sont là. Ah ouais. Alors toi, au centre, Saint Matthieu avec l'ange. Et sur la gauche, sa vocation. Ok. Et à droite, son martyr. Ok. Donc c'est toute l'histoire de Saint Matthieu. Vous avez déjà vu des Caravaggio, c'est la première fois? Pour moi, non. Mais Mais pour moi, c'est la première fois. Et vous êtes un passionné de Caravage, vous aussi? Moi, oui, parce que d'abord, j'habite à côté, mais j'ai été recteur de l'église pendant 3 ans. Quelle chance! Ah, une grande chance, oui. D'autant plus que je venais les voir quand il n'y avait personne. Et la beauté de ces toiles, c'est de les voir avec des chandelles. Ok. Ah, parce qu'à ce moment-là, le clair-obscur que nous voyons sur ces toiles ressort d'une manière absolument extraordinaire. Les ténèbres font ténèbres, les lumières font encore plus lumière. Et en fait, quand on est devant des toiles comme celle-là, il faut se laisser prendre par les toiles. Donc ces toiles ont été faites entre 1599 et 1601. Matthieu, c'est un apôtre qui est percepteur. Il est en train de compter de l'argent avec ses collègues. Le Christ passe, il le regarde. C'est la scène qui est représentée sur Voilà, la vocation, c'est ça? Et à gauche. donc, le Christ passe, le voit et lui dit « Viens, suis-moi ». Et le texte dit « Il se leva, il le suivit ». C'est Matthieu qui passe de sa vie de percepteur à celle de disciple du Christ. C'est-à-dire, vous avez le Christ de là-bas qui rentre et qui tend la main, et on a vu dans ce bras une reprise du bras de Michel-Ange. Voilà, le fameux, la toile de Michel-Ange sur la chapelle Sixtine, qui est une main de création. C'est-à-dire, de fait, cette toile, c'est la création d'un nouveau Matthieu. Un nouveau Matthieu. Il y a plusieurs significations à Matthieu, mais ça veut dire aussi la main de Dieu. Donc ça aurait aussi un sens. Moi, je pense que le Caravage, c'est un type qui ne supporte pas le statisme. Okay. D'ailleurs, lui, c'est un vivant. On le sait, donc il a fait le duel à côté. Là, juste, il y a un restaurant d'ailleurs qui s'appelle Il Duello. Donc c'est juste dans la rue où il a tué quelqu'un. C'est-à-dire quel duel, comment ça? Il s'est battu en duel avec quelqu'un, il l'a tué, il a dû sauver. Il l'a tué? Oui, il a dû sauver de Rome à cause de ça. Oui. C'était un type très combatif, mal embouché. Enfin, il a été condamné pour port d'armes, etc. Enfin, donc c'était un type qui était en mouvement. Oui. Donc vous n'imaginez pas ce type faire une peinture qui explique aux gens la stabilité, le bon père de famille, etc. Non, mais et il y a des gens qui sont touchés à un point absolument. Il y a des gens qui pleurent devant le Caravage. C'est ouvert à tout public, c'est gratuit. J'imagine que vous y teniez, que ça reste gratuit et ouvert à tous. Tout à fait. D'ailleurs, le Caravage n'appartient à personne. Ce que moi je vous conseille de faire, parce que regardez quand même, il y a des livres sur Caravage. Passez chez la librairie Stendhal, librairie française à côté. Librairie française à côté? Oui. Ça t'a donné envie d'approfondir, Fabio, non? Bien sûr. Et quand vous arrivez, vous dites « Bonjour Marie-Ève, je viens de la part de Patrick Valdrini. » Elle me connaît bien. Moi, je lui passe tous les jours. Roma Bella.
Librairie Stendhal. Tu connais Stendhal? Oui, Stendhal, non, oui, il a vécu en Italie, je pense aussi. Hein? Oui, bien sûr. Il s'est promené aussi comme nous à Rome. Le nouveau Stendhal. Ah, regarde, elle est là. Bonjour. Alors on cherche Marie-Ève. Marie-Ève, elle doit être au rayon sciences humaines. J'imagine, Fabio, que tu n'es jamais rentrée ici, non? Non, jamais, c'est la première fois. Marie-Ève, on dit librairie française, mais tu as que des livres en français, du coup? Absolument, que des livres en français, oui. C'est une librairie historique qui a été créée en 1948. Et c'est une librairie indépendante. Et du coup, c'est toi qui gères cette librairie? Oui, absolument. Je l'ai reprise il y a maintenant 5 ans. On l'a restructurée totalement. On essaie d'avoir à peu près tout ce qui se fait dans l'édition française sur Rome et l'Italie. Okay. Évidemment, on a aussi des guides pour les gens qui viennent visiter Rome. Et on a aussi évidemment un rayon histoire de l'art un peu plus complet aussi pour étoffer les propositions. Il y a les guides qui sont plus sur les restos et les sorties, il y a ceux qui sont plus culturels. Si d'un coup tu pensais pas vraiment faire le tour des musées, le tour des églises, mais que finalement tu es séduit et tu as le syndrome de Stendhal et tu as d'un coup le vertige de l'histoire de l'art qui t'a fait trembler, eh bien peut-être que du coup c'est le bon moment pour venir chercher un autre guide plus complet. Justement à ce propos, qu'est-ce que tu nous conseillerais maintenant, Marie-Ève? Il faut aller absolument à la Villa Médicis. Vous l'avez vu déjà? Oui, c'est pas loin de Villa Borghese. Oui, c'est tout à fait à côté de Villa Borghese. Tu es rentré, Fabio? Moi, jamais allé là. Je sais qu'ils font des visites des jardins, ça te dirait? Oui, c'est trop cool. Merci encore, Marie-Ève, merci beaucoup. Merci à vous, bonne visite. Roma bella! Benvenuti a Roma! Regarde, Fabio, le resto qui est là. Il a l'air sympa, non? Regarde, il y a une dame qui fait des pâtes à la main devant tout le monde. Attends, on est en train de les faire, elles sont fraîches. En train de les repasser, de les tirer. C'est incroyable. Oui, viens, on va voir. Vous êtes français? Eh oui, il parle français, monsieur? Che bello, c'è un po' di turismo, è ritornato un po' di turismo. Tu es très jolie et doucement. Si tu parles doucement, peut-être que je me suis venu mon français. Ah, vous le parlez très bien. Mais c'est vrai qu'ils sont en train de faire les pâtes en fait devant les clients, juste là, Les pâtes à la main, à l'entrée. Oui, devant les clients, ça c'est... Sì, noi facciamo qua la pasta a mano, le fettuccine e i tonnarelli. C'est les fettuccine, les tonnarelli, qui est un type de pâte vraiment typique de Rome. Écoute Fabio, j'en profite pour demander la recette de la carbonara parce que tu sais, ne me tue pas, hein, mais en France on la fait d'une certaine manière. Je te dirai pas ce qu'on utilise, mais alors ici du coup, comment est-ce que vous faites? La carbonara si fa col guanciale, non con la pancetta. C'est important d'utiliser guanciale. Ça vient, c'est l'ajout, non? C'est la guancia. Oui, qui est l'ajout. de ça, et pas le lardon. Et pas les lardons. Si frigge il guanciale, si cuoce la pasta e dopo si amalga ma con l'uovo e il pecorino. Et après, il faut le frire et mélanger ça avec des œufs et le pecorino, fromage pecorino qui c'est de chèvre. Non si mette la panna. Oui, pas de femme, pas de femme. Pas de crème. Merci. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Merci encore. Viva Ciao. l'Italia e forza Inter. Roma è troppo bella. Alors, je crois qu'il est possible de rentrer dans la villa seulement en fait par des visites guidées. On va voir si on a une aujourd'hui. Bonjour. Alors je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut voir ici. À la Villa Médicis, vous pouvez visiter en ce moment tous les jardins Renaissance de la Villa Médicis. Et la prochaine visite part dans environ 30 minutes. Ok, parfait. Bonjour, je suis Sam Sturzel, directeur de la Villa Médicis. Si vous avez envie de faire un petit tour, je vous emmène. On va aller découvrir cette villa comme ça. Merci beaucoup. Quelle chance, oui. C'est vrai qu'on a une entrée qui est quand même impressionnante, avec toutes ces voûtes, quelque chose d'assez impressionnant. Vous êtes ici dans une villa Renaissance avec, vous l'avez vu, l'austérité de la façade sur la rue, très blanche, très simple, mais qui domine la ville. Et on est en train de prendre l'escalier principal parce qu'il y a un deuxième étage qui, cette fois, est au niveau du jardin. Et vous allez découvrir là une façade flamboyante, couverte de fragments antiques, des fragments de sarcophages et autres statues antiques. Et on va rejoindre au premier étage, au niveau du jardin, la loggia, qui est cette terrasse ouverte sur le jardin, qui est là aussi un chef-d'œuvre d'architecture. Voici... Oui, cette terrasse magnifique, hein?
Oui, c'est magnifique. C'est l'une des très belles villas de Rome. Elle date du XVIe siècle. Elle a été achetée par Ferdinand de Médicis, qui voulait ici y installer sa collection. C'est vrai que là, on ne dirait pas qu'on est surélevé par rapport au niveau général de Rome. Mais là, on est sur une des 7 collines de Rome, c'est ça? On est sur la colline du Pincio. Le jardin paraît plat, mais si vous êtes monté d'à peu près 20 mètres, et si vous allez regarder par la fenêtre qui fait face au grand salon, là vous allez dominer toute la ville. Mais juste avant, sur la porte du grand salon, sur la loggia, qui est maintenant face à nous, vous avez cette inscription, je vous laisse la lire puisqu'elle est en français. Oui, c'est ça, à Napoléon, c'est ça, Napoléon le Grand, les arts reconnaissants. Exactement, et vient là se télescoper une autre histoire des lieux, parce que ce lieu, c'est à la fois la Villa Médicis, grande villa de la grande famille Médicis, mais c'est aussi, depuis 1803, l'Académie de France à Rome. Le lieu a en effet été acheté il y a plus de 200 ans par Napoléon, qui a souhaité y établir ici le nouveau siège de l'Académie de France. C'est l'État français qui met un lieu à disposition des créateurs pour qu'ils puissent réfléchir, chercher, penser, se réinspirer, se renouveler. La tradition voulait qu'à l'époque, on vienne copier les maîtres pour pouvoir former des nouvelles générations d'artistes. Donc ça a un peu changé depuis, mais la nécessité, l'utilité de cette résidence pour les artistes est restée toujours aussi importante. On vous remercie énormément pour ces explications. Je pense que la visite va commencer. Au revoir et à bientôt. Bonne visite à vous. Merci. Dans le prochain épisode de Roma Bella, de l'underground, de l'avant-garde et des musiciens au Pigneto. Ce podcast a été imaginé et réalisé par Bertrand Chometon avec le studio Aller-Retour. Il est produit par l'ENIT, l'Office national italien de tourisme. Pour écouter le son de l'Italie dans le monde, il y a aussi Visite Italie Web Radio. Et toujours plus d'idées de voyage sur la page Facebook et le site italia.it.